Madame Sahraoui. Très bien, Madame Sahraoui. Bonjour. Bonjour. Non. Bonjour. Bonjour, Madame. Bonjour. On peut commencer, Madame. C'est bon. Comment? On peut commencer, Madame. On peut commencer. Est-ce que c'est le fichier déjà été affiché? Oui, oui, Déjà, oui, Madame. Oui. Très bien. Très bien, Je suis en Madame. train de l'attendre, de toute façon. Alors, tout le monde est là normalement. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis le professeur Sahraoui, psychologue et maître de conférences en neuropsychologie cognitive, diplômé de l'Université de Mons en Belgique, l'Université de Bourgogne en France et l'Université d'Alger 2. Donc, je mène des travaux de recherche en neurosciences, notamment sur la réserve cognitive et son rôle protecteur dans les maladies neurodégénératives en collaboration avec l'Université de Santiago en Espagne. Donc, aujourd'hui, je vous propose d'aborder le burn-out sous l'angle de la neuropsychologie. Cette approche permet de dépasser la version classique du burn-out comme simple épuisement psychologique pour l'appréhender comme un phénomène complexe impliquant des mécanismes cérébraux, cognitifs et émotionnels. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour mieux prévenir, diagnostiquer et accompagner ces syndromes qui touchent de plus en plus des professionnels de santé. Donc, je vous invite donc à explorer avec moi comment le burn-out s'inscrit dans la dynamique du cerveau et pourquoi une approche pluridisciplinaire est indispensable pour sa prise en charge. Donc, nous allons explorer ce phénomène, non seulement comme phénomène psychologique, mais comme une réalité neurobiologique. Vous êtes avec moi? Vous m'entendez? Bonjour. On vous entend, madame. Le son est bon normalement? On vous entend, on vous entend. Oui, très bien. Alors, cette perspective essentielle, elle permet de comprendre que le burn-out a des conséquences mesurables sur le cerveau, la cognition et la santé globale, et qu'il nécessite une approche pluridisciplinaire pour la prévention et la prise en charge. Donc, le burn-out est reconnu par l'OMS comme un phénomène lié au travail, caractérisé par un état d'épuisement chronique résultant d'un stress professionnel mal géré. À l'échelle collective, il s'agit d'un enjeu majeur pour la qualité des soins et la sécurité des patients. Selon une méta-analyse publiée dans The Lancet en 2002, la prévalence du burn-out chez les soignants varie entre 30 et 60% selon les pays et les spécialités, bien sûr. Les conséquences sont multiples: absentéisme, des erreurs médicales, perte de motivation, mais aussi des troubles anxieux, dépression et augmentation du risque des maladies somatiques ou bien psychosomatiques à l'échelle collective. Donc, il s'agit d'un enjeu majeur de qualité de soins et de la sécurité des patients. Et je rajoute ici quelque chose de très important, c'est des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, d'attention, etc. Donc, le burn-out, conceptualisé par Christiane Maslach, est défini par 3 dimensions. D'abord, l'épuisement émotionnel. Donc, c'est un sentiment d'être vide et de ses ressources émotionnelles et physiques. Deuxième dimension, c'est la dépersonnalisation, attitude distante, froide, souvent comme mécanisme de défense. Là. Donc, la troisième dimension, c'est la diminution de l'accomplissement personnel, sentiment d'inefficacité, perte de sens, impression d'échec professionnel. Donc, ces 3 dimensions sont évaluées par des outils comme le Maslach Burnout Interview, donc MBA, utilisé dans la plupart des études internationales. Donc, si vous ne savez pas cet outil, c'est un outil très connu. Donc, avec 22 phrases représentant des sentiments, des idées, des impressions, etc. Donc, et le patient, il est là pour répondre à la question avec
jamais, quelquefois, plusieurs fois, etc. Par exemple, une question, je peux comprendre facilement ce que mes patients, ou bien ce que mes patients ressentent, ou bien comme je m'occupe très efficacement des problèmes de mes patients, etc. Et après, on va faire une évaluation et des calculs et tout ça, et on va savoir si vraiment il y a un épuisement professionnel, des personnalisations, un problème d'accomplissement personnel, etc. Donc, et on pourra évaluer le cas de bien l'état de notre patient. Donc, je continue. Donc, voilà les trois dimensions, donc épuisement émotionnel, dépersonnalisation, diminution de l'accomplissement, bien sûr. Donc, on passe symptômes cognitifs et comportementaux. Donc, au-delà des symptômes émotionnels, le burn-out s'accompagne de troubles cognitifs objectivables. Plusieurs études montrent des difficultés mesurables qui altèrent la qualité des relations professionnelles. Donc, Deming-Caris et Al, en 2014, montrent des difficultés d'attention soutenue, de mémoire de travail. Je ne sais pas si vous connaissez la mémoire de travail, et c'est la RAM, c'est presque la RAM du PC, dans le PC. Ça veut dire que c'est la mémoire qui traite l'information et qui ramène les informations de la mémoire à long terme. Donc, c'est comme un microprocesseur, la mémoire de travail. Donc, une lenteur du traitement de l'information, donc l'information, bien sûr, dans le cerveau. Les patients décrivent souvent une sensation de brouillard mental sur le plan comportemental. On observe un retrait social aussi, une irritabilité inhabituelle et une perte d'initiative qui alerte la dynamique d'équipe et la qualité des relations professionnelles. Donc ça, sur le plan cognitif et comportemental. Donc, on passe à l'impact sur la créativité et la performance. Donc, le stress chronique et le burn-out réduisent la flexibilité cognitive, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à des situations nouvelles ou complexes. La créativité qui repose sur l'activation coordonnée de différentes régions cérébrales. Si on parle de la localisationniste, mais maintenant c'est beaucoup plus la connexionniste dans les neurosciences. Donc, si on veut dire l'activation coordonnée de différents réseaux neuronaux et tout ça, également donc diminuer. Cela se traduit par une rigidité mentale, une difficulté à résoudre des problèmes et une baisse de la motivation. Ces altérations expliquent en place l'augmentation des erreurs professionnelles et la diminution de la qualité des soins, bien sûr, observées chez les soignants en burn-out. Donc, la régulation émotionnelle repose sur l'interaction entre le cortex préfrontal, donc tout ce qui est contrôle cognitif, donc ici dans le front là, donc tout ce qui est cognitif, mémoire, langage, attention, des fonctions exécutives, comme surtout l'inhibition, la désactivation des comportements. Donc, et les structures limbiques, donc c'est l'interaction entre le cortex frontal responsable de tout ce que j'ai dit tout à l'heure et les structures limbiques comme l'amygdale, donc elle est impliquée dans tout ce qui est émotion. En situation de burn-out, l'amygdale est hyperactive, ce qui augmente la réactivité émotionnelle et la sensibilité au stress. Parallèlement, le cortex préfrontal perd son efficacité, ce qui diminue la capacité à inhiber les réactions émotionnelles excessives. Sur le plan clinique, cela se manifeste par une irritabilité accrue des réactions dans des situations banales et une difficulté à gérer les conflits interpersonnels. Donc, les réactions, ils sont beaucoup plus accessibles à des trucs très banals et qui ne sont pas vraiment qui n'ont pas vraiment une valeur très importante pour réagir de cette façon, quoi. Donc,
En parlant un petit peu de la neuropsychologie, donc les études d'imagerie cérébrale et de la neuropsychologie montrent des modifications anatomiques et fonctionnelles du cerveau chez les personnes en burn-out. Donc, on trouve par exemple un ainssissement du cortex préfrontal médian impliqué dans la prise de décision, la planification, la régulation émotionnelle. Réduction du volume de l'hippocampe, région clé pour la mémoire, surtout la mémoire de travail, dont on a parlé tout à l'heure, et la gestion du stress. L'hypertrophie de l'amygdale qui accentue la vigilance et la réactivité émotionnelle. Par ailleurs, les études EEG montrent une diminution de l'amplitude des potentiels liés au traitement émotionnel, VPP et EPN, témoignant d'un amoncement affectif et d'une difficulté à traiter les stimulus émotionnels, l'expression hypertrophie de l'amygdale. Dans ce contexte, nous concerne pas l'augmentation de volume de l'amygdale, non, pas du tout, mais beaucoup plus fait référence à une augmentation de l'activité ou de la taille fonctionnelle de l'amygdale cérébrale. Donc, si on explique plus, donc l'hypertrophie de l'amygdale cérébrale signifie que cette région du cerveau devient hyperactive ou bien plus sensible. Et en conséquence, parallèlement à ça, donc on trouve que les composants VPP et EPN, donc le premier potentiel lié à la reconnaissance des visages émotionnels, encodage émotionnel, etc. Tout ça, la diminution de ces deux potentiels traduit par un émoussement actif, c'est-à-dire une difficulté à ressentir ou à exprimer les émotions normalement. Alors, le burn-out s'accompagne de perturbations neurochimiques, diminution de la dopamine impliquée dans la motivation et le plaisir, ce qui explique la perte d'intérêt et l'initiative. Donc, baisse de noradrénaline essentielle pour la vigilance et la concentration et diminution de la sérotonine qui régule l'humeur et le sommeil. Donc, l'augmentation chronique du cortisol, l'hormone du stress, comme vous le savez, qui a un effet donc, neurotoxique sur l'hippocampe et aggrave les troubles de mémoire surtout. Ces déséquilibres expliquent la fatigue persistante, l'anxiété, les troubles du sommeil et peut-être la dépression. Donc, les symptômes cliniques progressifs. Donc, le burn-out s'installe de façon progressive, comme plusieurs maladies. Donc, c'est l'installation progressive. Donc, souvent, cette évolution a été décrite dans de nombreuses études longitudinales. Donc, il est crucial de repérer les signes précoces pour intervenir avant que le syndrome devienne vraiment invalidant. Parce que là, on sait très bien tout ce qui est diagnostic précoce est très, très, très important. Donc, dans tout type de problème, bien sûr. Le burn-out s'installe de façon progressive. Donc, au début, il s'agit d'une fatigue qui ne disparaît pas malgré le repos. Puis apparaissent des troubles du sommeil, une lassitude mentale, une irritabilité, enfin un cynisme ou un détachement vis-à-vis du travail. Cette évolution a été décrite dans de nombreuses études, donc il est crucial de repérer donc, ces signes, c'est très important. Donc, la neuropsychologie nous révèle que le burn-out n'est pas qu'un simple épuisement, c'est un syndrome complexe avec des bases neurobiologiques et neuropsychologiques mesurables. Cette compréhension ouvre la voie à des interventions ciblées et à une prévention plus efficace, bien sûr, c'est ça le but. Et en l'absence de prise en charge de burn-out, le burn-out augmente le risque de développer de troubles anxieux, des épisodes dépressifs majeurs, des maladies somatiques, psychosomatiques, notamment cardiovasculaires, immunitaires, etc. Il favorise des
désinsertion professionnelle, c'est pour ça, ça donne peut-être l'isolement social ou bien la perte de confiance en soi, ce qui implique la réinsertion même après un arrêt de travail prolongé. Donc, les études ont montré que le burn-out double le risque de ce genre de problème de santé mentale. Donc, comment évaluer le burn-out? On a parlé tout à l'heure que l'évaluation de burn-out repose sur plusieurs outils complémentaires. On a, par exemple, le questionnaire standardisé comme le MASLAC, donc MBI, donc, qui permettent de quantifier les 3 dimensions de ce syndrome. Aussi, il y a l'entretien clinique qui explore le vécu subjectif, la souffrance et les facteurs du risque individuel et organisationnel, bien sûr. Et un bilan neuropsychologique qui objective les troubles cognitifs, donc tout un bilan neuropsychologique qui évalue l'attention, par exemple, avec le Stroop, la mémoire, avec la figure de règle, ou bien plusieurs types je sais pas, on a plusieurs types de mémoire. Si on est là pour évaluer, c'est beaucoup plus la mémoire de travail avec le modèle de Badley, les fonctions exécutives, et permet donc aussi ce bilan neuropsychologique de différencier le burn-out d'autres pathologies comme la dépression ou les troubles anxieux. Donc, il y a un problème de diagnostic différentiel quoi, dans ce genre de situation. Donc, parfois, on doit vraiment faire la différence entre une dépression et un burn-out. Et cette approche multidisciplinaire est recommandée par la Haute Autorité de Santé, donc, et de nombreuses sociétés savantes internationales. La prévention individuelle de burn-out repose sur plusieurs piliers, donc la gestion du stress par des techniques validées, par exemple la relaxation, méditation de pleine conscience, activité physique régulière, qui ont montré leur efficacité pour réduire le contrôle et améliorer la résilience. Donc, une hygiène de vie rigoureuse, sommeil de qualité, alimentation équilibrée, limitation des écrans et donc de tout ce qui est drogue, alcool, bien sûr, etc. La capacité à reconnaître ses limites, à demander de l'aide et à maintenir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Ça veut dire la capacité à dire non. Donc, commencer à apprendre comment dire non et beaucoup plus ça rentre dans le développement personnel, dans tout ce qui est assertivité, parce qu'on a 3 comportements en communication, assertivité, agressivité et soumission, mais il y a toujours un comportement qu'on appelle l'assertivité, donc c'est se respecter et respecter les autres et communiquer avec intelligence et respect, quoi. Donc, ces stratégies sont d'autant plus efficaces qu'elles sont intégrées précocement avant l'apparition des premiers symptômes. Donc, merci pour votre attention. Donc, vous m'entendez? Donc, c'est en échangeant que nous progressons collectivement dans la prévention du burn-out. Si vous m'entendez, donc je ne sais pas si vous êtes là. En ce qui me concerne, j'entends rien. Donc. Madame Silène Mas. Madame Sahraoui. Oui, je vous écoute. Donc, maintenant, s'il y a des questions, on va les poser sur le chat. Très bien.
Alors, je vois ici une question de Tlemcen, CHU Tlemcen. Je ne sais pas, j'aimerais bien entendre la personne la dire. Hein, donc, CHU de Tlemcen, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez poser la question sans tac? Ça va m'aider beaucoup à vous aider. CHU Tlemcen. Donc, vous pouvez me poser des questions si vous voulez. Donc, je ne sais pas s'ils peuvent vous... donc, il faut activer, je pense, le microphone TACOM un par un. Et comme ça, on pourra discuter. Je préfère comme ça. Je préfère le feedback. S'il y a des questions, s'il y a des mots clés que je dois expliquer ou bien traduire en arabe. Donc, c'est à vous de me dire, quoi. Est-ce que vous pouvez activer, s'il vous plaît, les administrateurs, le microphone de CHU Tlemcen? C'est bon, madame, on sur la parole. Activez votre micro, CHU Tlemcen. Madame, sinon, vous répondez à son question parce qu'il ne veut pas activer son micro, voilà. Parce que là, j'ai parlé de beaucoup de choses de neurobiologie, neurophysiologie, donc, mais la question était sur c'est un aspect psychologique. Donc, sachant que déjà apprendre à dire non, ça rentre dans la communication interpersonnelle, ça donne dans le cadre de beaucoup de principes dans la communication. Donc, il faut faire des formations de développement personnel. Donc, parce que là, je voulais écouter la personne pour savoir, parce qu'il y a plusieurs dimensions pour déjà diagnostiquer son problème, parce que ça se peut c'est un problème d'estime de soi, ça se peut c'est un problème de communication, etc. On ne peut pas savoir. Mais en grosso modo, dans les techniques de communication, il faut toujours donc, soyez direct mais poli, expliquez brièvement votre raison, proposez une alternative si possible, utilisez des techniques comme la technique de sandwich, la technique de reformulation. Il y a plusieurs techniques en développement personnel et en communication interpersonnelle. Et donc, rappelez-vous que dire non, c'est prendre soin de vous. Donc, en résumé, dire non, ce n'est pas un refus personnel, c'est une protection nécessaire pour préserver votre énergie et éviter l'épuisement, mais ce n'est pas dire non pour dire non quand même. Hein. Donc, c'est apprendre à poser des limites claires, vous aider à mieux gérer votre temps et votre stress. Donc, d'abord, il faut faire ton travail bien comme il faut pour arriver à pouvoir dire non. Donc, il y a plusieurs critiques, plutôt critères qui rentrent dans ça. On ne peut pas dire ah voilà, je dois dire non parce que c'est bien de dire non. C'est pas ça la question. Donc j'ai rajouté cette petite phrase dans ma présentation pour dire que on pourra vraiment
éviter d'y arriver à ce genre de... Parce que arriver au burn-out, c'est un stress aigu, prolongé, etc. Ce stress aigu et prolongé, pourquoi pour cette personne et pas pour une autre personne? Parce que cette personne-là, peut-être, elle gère mal son temps, elle gère mal son stress, etc. Elle gère mal, ça ne veut pas dire que c'est une personne non, non, c'est une personne peut-être qui communique, peut-être elle communique mal, peut-être elle est implantée dans un milieu vraiment toxique. Donc on ne peut pas savoir exactement c'est dû à quoi. Je préfère, si on souffre vraiment de ce genre de problème de communication, il faut consulter un spécialiste, comme ça vous aurez plus de solutions adaptées à votre situation. Mais c'est beaucoup plus communiquer avec respect et intelligence. Ça veut dire, je communique avec intelligence, ça veut dire, je peux protéger mon territoire, mais toujours en restant dans le cadre du respect. Quoi. Merci. S'il y a d'autres questions. Et je ne connais même pas le profil des personnes qui sont là, donc c'est pour ça que je n'arrive pas à... Je dois adapter les réponses selon le profil, bien sûr. Je crois que je dois vous faire peut-être, ils vont me solliciter pour vous faire peut-être des formations, peut-être pour le développement personnel, pourquoi pas, donc ça reste avec l'administration. Alors, donc pour clôturer, en conclusion, donc le burn-out est un signal d'alarme important qui nous invite à prendre soin de nous-mêmes. Donc, à connaître nos limites et à rééquilibrer notre vie professionnelle et personnelle. Il ne faut jamais hésiter à demander de l'aide, à se reposer et à mettre en place des stratégies pour gérer le stress au quotidien. Donc, la prévention et la prise en charge précoce sont essentielles pour retrouver le bien-être et l'efficacité. Donc, prenez soin de vous,
car votre santé mentale est la clé de votre réussite et votre épanouissement. Donc, merci pour votre attention et à des prochaines normalement formations, si vous voulez, n'hésitez pas à proposer et bonne journée. Merci.